Et on retrouve à présent sur Radio J l'histoire des Juifs de France en compagnie, comme tous les jours, de Christophe Dard. Dans le précédent numéro, vous avez évoqué l'ouvrage antisémite d'Édouard Drumont, La France juive, publié en 1886. Ce livre est un énorme succès et s'inscrit plus globalement dans ce qu'on appelle l'antisémitisme moderne, plusieurs années avant le déclenchement de l'affaire Dreyfus. Alors Christophe, quelles sont les manifestations de l'antisémitisme en France entre la publication de La France juive en 1886 et le début de l'affaire Dreyfus en 1894. Eh bien, le même Édouard Drumont, que l'on a déjà cité, effectivement obsédé par l'antisémitisme, publie plusieurs ouvrages dans lesquels il accuse les Juifs de tous les maux, quasiment un livre par an, depuis quelques années. D'ailleurs, il connaît un autre journaliste dans cette même veine antisémite du nom de Jacques de Bièze, auteur en 1886 d'un ouvrage comparable à La France juive, qui d'ailleurs s'appelle La question juive. Les deux hommes constituent ce que l'on appelle un comité antisémitique français à l'occasion du congrès antisémitique de Bucarest qui réunit des antisémites de plusieurs pays en septembre 1886 dans la capitale roumaine et qui fonde d'ailleurs ce congrès une alliance anti-israélite universelle en opposition évidemment immédiate à l'alliance israélite universelle dont on a déjà parlé, créée à Paris en 1860 sous l'instigation notamment de l'avocat et ancien ministre Adolphe Crémieux pour aider les Juifs du monde entier, alors pris à partie dans plusieurs pays accusés notamment de meurtres rituels contre des chrétiens. Mais cette alliance anti-israélite universelle, tout comme d'ailleurs le comité antisémitique français, ne seront pas très actifs et disparaîtront assez rapidement. Et on peut noter d'ailleurs, Christophe, qu'à cette époque, on pouvait se dire comme ça ouvertement antisémite et même former des comités autour de ça. À la même époque émerge un nouveau mouvement politique, le boulangisme, qui n'est pas un mouvement antisémite à proprement parler, mais qui est nationaliste comme Drumont. À l'instar de l'auteur de La France juive, les boulangistes sont contre la Troisième République, incapables de gérer, selon eux, les différentes crises alors traversées par la France, notamment économique. Et le mouvement tire son nom et va de Georges-Ernest Jean-Marie Boulanger, un officier général d'une cinquantaine d'années qui a participé aux campagnes d'Italie et de Cochinchine durant le Second Empire. C'est donc un homme bardé de médailles qui a aussi fait partie de ceux d'ailleurs qui ont commis la répression de la Commune de Paris en 1871. Et du jour au lendemain, son ascension a été fulgurante. Ministre de la guerre en 1886, Boulanger devient très populaire avec un discours revanchard et provocateur contre l'Allemagne qui séduit dans les milieux nationalistes qui n'ont pas digéré la défaite de 1870 contre la Prusse. La Ligue des Patriotes, la première ligue de l'époque contemporaine, alors très puissante, en cette fin des années 1880, fondée par le poète et romancier Paul Déroulède, soutient Boulanger. Et en 1887, Boulanger n'est plus ministre de la guerre et l'année suivante, il remporte plusieurs élections. Lui-même est élu à Paris et dans le Nord, mais alors qu'il est au sommet de sa popularité et que ses soutiens le pressent, il refuse de prendre le pouvoir par la force. Ce coup d'État manqué va marquer le début de sa chute. Il s'enfuit à Bruxelles, il est poursuivi pour complot contre la sûreté intérieure, mais aussi pour détournement des deniers publics et corruption. Il est condamné par contumace en 1889 à la déportation dans une enceinte fortifiée. La Ligue des Patriotes, qui le soutenait, est d'ailleurs dissoute à la même période et toujours réfugié à Bruxelles. Boulanger vit avec sa maîtresse, mais elle meurt de la tuberculose en 1891 et Boulanger, inconsolable, se suicide sur sa tombe peu de temps après. On voit donc le caractère un petit peu romantique d'un personnage qui pourtant ne l'était pas. Le boulangisme, on peut donc résumer, aura vraiment été une météorite politique de seulement quelques mois, mais suffisante, ce boulangisme, pour faire vaciller ou craindre de faire vaciller une Troisième République, c'est vrai, plutôt mal en point à cette période. Et bien qu'opposé à l'antisémitisme, il faut le rappeler, ce mouvement nationaliste va évidemment séduire dans ce côté attrape-tout, notamment dans les rangs antisémites comme Drumont. Et d'ailleurs, lorsque le boulangisme entame son inexorable déclin, Drumont et de Bièze fondent la Ligue nationale antisémitique de France. Et les statuts de la Ligue qui exposent que celle-ci a pour objet de grouper, je cite, tous les Français qui portent en eux l'âme de la vraie France, au nom de l'esprit de corps et des traditions nationales, auteurs de l'idée française, en vue de protéger les intérêts moraux et matériels de la France contre les insolents triomphes du parasitisme judaïque international. Wow. Drumont, oui, c'est violent. Drumont qui ratisse large parce que il faut savoir qu'en fait, il capte tous les différents courants de l'antisémitisme en sa personne. À la fois l'antisémitisme religieux, proche des milieux catholiques. Il faut rappeler par exemple à l'époque qu'un journal comme La Croix
se revendique ouvertement antisémite, à l'époque, à la fin du 19e siècle et bien avant l'affaire Dreyfus, mais aussi de l'autre côté, un antisémitisme anticapitaliste qui, c'est vrai, date du milieu du 19e siècle, donc évidemment que l'on classera plutôt à gauche. D'ailleurs, Drummond et De Biese se revendiquent socialistes. Il faut préciser que l'acceptation socialiste à l'époque n'est pas la même, évidemment, qu'aujourd'hui. Et dans les statuts de la Ligue nationale antisémitique de France, on trouve d'ailleurs aussi le terme de complot de l'oligarchie judéo-financière. Eh bien, décidément. En 1890, la Ligue de Drummond soutient un candidat boulangiste à Paris et présente ses propres candidats dans la capitale, mais c'est un échec cuisant. Drummond lui-même est battu et la Ligue nationale antisémitique de France ne va plus faire parler d'elle jusqu'à sa dissolution, Christophe, en 1892. Oui, mais Drummond est toujours là et cette même année, grâce d'ailleurs peut-être à des soutiens politiques, car c'est vrai qu'on pourrait se demander où est-ce qu'il trouve tout cet argent. C'est vrai qu'il a les ventes de ses livres qui sans doute lui rapportent de l'argent, mais il a sans doute aussi des soutiens, c'est vrai, dans différents milieux nationalistes, on pourrait dire aujourd'hui populistes, bonapartistes, en tout cas encore à l'époque très actifs. Et d'ailleurs, Drummond justement va lancer un journal, La Libre Parole, dont le sous-titre est La France aux Français. Alors le délire antisémite est toujours la ligne éditoriale de ce journal, publié pour la première fois le 20 avril 1892 au prix de 5 centimes. Alors je ne sais pas s'il y a un lien, mais le 20 avril 1892, c'était pile 100 ans après la déclaration de guerre contre l'Autriche pendant la Révolution française. Je ne sais pas s'il y avait un lien par rapport à cet événement révolutionnaire. Toujours est-il bien que Drummond a une fixette en particulier, c'est les Rothschild, ce qui d'ailleurs n'est pas nouveau chez Drummond. Non, et ce qui est parfois toujours à la mode chez les antisémites aujourd'hui. Exactement, Rothschild, un patronyme le plus souvent cité dans les 1200 pages de la France juive, où il écrit notamment Drummond, je le cite, « En 1815, les Rothschild sont venus pauvres avec l'invasion. L'invasion en 1870 les retrouve milliardaires et peut leur faire ses compliments », référence bien sûr aux origines allemandes des Rothschild. Et lors d'une réunion publique au début de l'année 1890, Drummond avait d'ailleurs déclaré « Savez-vous ce que représentent les 3 milliards de Rothschild ? Ces 3 milliards représentent le salaire de 3 millions d'ouvriers travaillant toute une année sans un jour de repos à 3 francs par jour. » Et Drummond va s'en prendre presque quotidiennement dans la Libre Parole au banquier Alphonse de Rothschild, le fils aîné du baron James de Rothschild, qu'il qualifie de roi des accaparateurs et chef des Juifs allemands. Dans un article, il accuse notamment un député, Auguste Burdeau, rapporteur de la commission parlementaire chargée de se prononcer sur le renouvellement des avantages accordés au conseil de régence de la Banque de France, d'avoir reçu des fonds de la part d'Alphonse de Rothschild, membre du conseil justement de régence. Drummond est condamné à 3 mois de prison pour avoir diffamé ce député. L'obsession de Drummond contre les Juifs, on l'aura compris, est omniprésente. Le 26 décembre 1892, la Libre Parole titre en une en gros caractères « Gambetta, juif ». Drummond se vantant d'avoir été le premier à avoir dévoilé les origines juives de l'ancien président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, ce qui d'ailleurs, Christophe, est totalement faux. Mais l'antisémitisme de Drummond prend un nouveau tournant pendant le scandale de Panama qui éclate en 1892. Oui, c'est l'époque, Eva, où effectivement il y a beaucoup de scandales politico-financiers. Ce sera hélas pas le dernier qu'il y aura, sans oublier bien sûr les accusations aussi d'espionnage. On y reviendra un peu plus tard avec l'affaire Dreyfus. Il faut savoir effectivement ce scandale de Panama, c'est un scandale de corruption lié au financement de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, société créée par le diplomate et entrepreneur Ferdinand de Lesseps, qui avait fait d'ailleurs creuser le canal de Suez par le passé pour réunir des fonds nécessaires et mener à bien son projet. Alors le chantier se réveille plus coûteux que prévu. Du coup, Lesseps lance une souscription, mais une partie de ces fonds est utilisée par un banquier français d'origine juive allemande, Jacques de Reynard, pour soudoyer des journalistes et obtenir illégalement le soutien de politiques. Du coup, la compagnie est mise en liquidation judiciaire. Des centaines de milliers de souscripteurs sont sur la paille et le baron de Reynard est même retrouvé mort en novembre 1892. Et ce scandale va vraiment éclabousser plusieurs hommes politiques. Et bien sûr, en la matière, la Libre Parole se montre très virulente dans cette campagne de presse. Il faut rappeler qu'à l'époque, les campagnes de presse étaient vraiment très rudes et elles le resteront au cours du XXe siècle. Et pour Drummond, le scandale de Panama, c'est le signe d'une troisième république corrompue et d'un système politico-financier aux mains des Juifs. Et comme Drummond sait faire fructifier son ignoble petite entreprise, il en fait un livre, de l'or, la boue, du sang
sang, du Panama à l'anarchie, publié en 1886, qu'il a écrit en prison et qu'il dédie à un anarchiste révolutionnaire. Merci Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France, un épisode important notamment pour rappeler le contexte de l'antisémitisme en France au moment où éclate l'affaire Dreyfus en 1894, ce dont nous parlerons justement au prochain rendez-vous de notre chronique quotidienne sur Radio J.